Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Quel est le nom du Premier ministre en France du nouveau ? L'ancien Premier ministre ayant donné sa démission, mais toutefois ayant conservé le poste, le nom du premier nouveau ministre est le même que l'ancien. Ah oui, je sais, c'est d'un compliqué, mais c'est surtout anticonstitutionnel. C'est la macronerie, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Soyez les bienvenus, La France Libre, une émission du CNTF-CH, avec Philippe, avec Iota, qui nous fait l'honneur d'être là, Jean-Pierre également, et vous également. Monsieur Lame, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, belle introduction par rapport au ministre, parce qu'on va voir que dans l'actualité, ça revient tout simplement. Pourquoi ? Parce que le ministre de la Santé, qui n'est pas plus légitime que le Premier ministre, parce que c'est le même que le gouvernement précédent, qui pourtant a donné sa démission. Donc c'est compliqué de savoir qui gouverne, et il gouverne par défaut. J'ai envie de dire, c'est comme ça, il gouverne par défaut, parce que personne n'est venu prendre sa place à leur place. Et donc ils prennent des décisions. Et quel genre de décisions prennent-ils ? Eh bien, par exemple, dans le cas du ministre de la Santé, ce ministre prend la décision qu'il va falloir vacciner tout le monde contre la variole du singe. Alors la variole du singe, ça a l'air d'une vacherie, comme on dit. Vous savez combien il y a de cas recensés en France aujourd'hui ? 1. Alors, il y a un cas. Alors, il faut le poursuivre avec un marteau, gros marteau. On devrait venir à bout de la variole du singe avec un gros marteau, à mon avis. Soit sur le singe, soit sur la variole, on sait pas. Donc voilà, donc on plaisante là-dessus, mais c'est quand même grave parce que les conséquences sont que les vaccins sont déjà prêts. Et pas par un à l'unité. Il n'y a pas un vaccin qui est prêt dans une seringue. Il y a tous les vaccins qui sont prêts pour vous et moi, mesdames et messieurs, qui sont prêts pour l'injection, évidemment. Donc ça, c'est quand même quelque chose de remarquable. Et puis pour rester dans l'actualité médicale, je dirais que Monsieur Perron, qu'on connaît tous, on ne le présente plus, Monsieur Docteur Perron, professeur Perron, qui nous dit en substance que attention, il va falloir que le peuple français se bouge. Parce que tous les futurs vaccins avec l'ARN messager, ils sont tous en ARN messager, et l'ARN messager, figurez-vous que c'est dangereux. C'est pas moi qui le dis, c'est ce monsieur. Donc, c'est très intéressant, mais qu'est-ce que lui fait pour que les autorités arrêtent de nous mettre des vaccins dangereux, en tout cas dangereux à son avis, tout simplement. Et que fait-il ? Bon, la question reste ouverte. Et puis, on se souvient aussi que le professeur Perron, ma foi, du temps de la Covid-19, oui, de la Covid-19, est-ce qu'il a posé les bonnes questions concernant ce virus, puisqu'on l'appelait virus ? Justement, est-ce qu'on avait isolé ce virus sous des lamelles pour pouvoir, d'un point de vue strictement juridique, et permettre aux magistrats de décréter ce qui a été décrété d'ailleurs, c'est-à-dire la vaccination générale et le confinement général, sur la base de la bonne foi des scientifiques, et non pas sur la base de preuves. C'est dommage, parce que si on avait exigé la preuve de l'existence du virus, on aurait découvert que on n'avait pas isolé le virus, et que personne n'a isolé ce virus. Donc dans ce cas-là, la magistrature est tenue de prendre compte des réalités et d'arrêter toute procédure, évidemment. Tant qu'il n'y a pas de preuves, on va attendre que les preuves arrivent. C'est-à-dire que les scientifiques chez nous, quand je dis chez nous, c'est sur cette planète, arrive avec des preuves pour dire voilà, on a isolé le virus, il s'appelle comme ceci, il a telle couleur, il réagit de telle façon, il a tel numéro, etc., etc. Or, toutes ces choses-là ont été à moitié faites, à moitié dites, embrouillées dans différents langages qui ont perturbé évidemment les magistrats, les pauvres, donc ils se sont retrouvés avec une décision urgente à prendre, et dans le doute, ils n'ont pas hésité et ils ont choisi la vaccination. Voilà. Alors aujourd'hui, on attend toujours la preuve de l'existence du virus, et Monsieur Perron pourrait nous aider à obtenir cette preuve, ou à obtenir la preuve qu'il n'y en a pas. Ça serait bien. Ça c'est quelque chose qu'il pourrait faire utilement, je dirais, pour la race humaine et pour nous petits Français en particulier. Voilà ce que je voulais dire par rapport à l'actualité qui est orientée en ce moment par rapport à la médecine. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être à dire ? Nous allons regarder l'actualité en images qui aujourd'hui parle du système nerveux et des big data, et on se retrouve juste après. Le système nerveux fonctionne à 60 mètres par seconde. Un ordinateur qui va plein régime, connecté avec une fibre optique, c'est 200 millions de mètres par seconde. Donc performance inouïe. Mais quel est le coût de la chose? Aujourd'hui, nous avons un système qui produit une perte de savoir généralisée. C'est pas simplement de la mémoire, c'est de la mémoire
motrice. Quand vous devez écrire en français, si vous avez besoin de réfléchir à l'orthographe, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi ? Parce que je me suis habitué à confier le contrôle orthographique à une machine. Et du coup, je désactive des connexions. Quand vous avez un savoir, vous savez jouer au foot, vous savez jouer à la belote, vous savez faire la cuisine, vous devenez savoureux pour les autres, donc pour vous-même. Aujourd'hui, votre savoir est remplacé par de l'information. Ce que ça produit, c'est une immense frustration. Parce qu'à partir du moment où vous n'arrivez plus du tout à exprimer la singularité de vos désirs, vous finissez par un jour vous dire « j'ai perdu le sentiment d'exister ». Et c'est lié au big data. Quand les gens n'ont plus de savoir, ils n'ont plus de savoir. Big data permet de développer des performances de calcul et d'analyse absolument fabuleuses. Mais ce qui permet de répondre à une situation, c'est la raison. Et la raison, c'est ce qui est capable de prendre une décision dans ce qui n'est pas calculable. Sinon, on confirme l'état de fait. Et qu'est-ce que c'est que l'état de fait ? C'est 60% de la biodiversité détruite en un siècle. Et c'est le règne de la post-vérité où plus personne n'a plus confiance en personne. La situation est quand même très préoccupante et c'est lié directement aux industries de la mémoire. Il y a urgence à faire une critique des big data. Une critique, ça ne veut pas dire du tout un rejet. Ça veut dire faire en sorte que ces big data servent à augmenter les capacités de la raison à prendre des décisions. Des décisions qui vont permettre de lutter contre l'entropie. Et par exemple contre le réchauffement climatique. Il faut donc aujourd'hui réinvestir dans les big data pour les mettre au service de la raison et non pas de la déraison. Alors, qu'en pensez-vous de ce sujet ? Bah, il est très intéressant, mais je vais laisser la parole à qui veut commencer. Oui. Moi, ah pardon, vas-y Jean-Pierre. Non, vas-y, Non, Yota. c'est pour toi. Vas-y Jean-Pierre, vas-y, je le dirai après. Alors, j'ai noté un mot, parce qu'il y en a beaucoup, bien sûr, quand quelqu'un parle, le mot urgence. Et moi, je préfère la priorité. Je ne reconnais aucune urgence. Voilà, les pompiers qui passent, leur sirène signifie véhicule prioritaire. Et non pas urgence. Urgence, ça veut dire pressé. Merci de m'avoir entendu. Merci Jean-Pierre. Moi, on avait fait quelques calculs, les amis, par rapport à combien de mémoire nous demande rien que le fait de regarder la télévision, par exemple. Donc, notre cerveau utilise 95% quand il est devant une télévision et qu'il est en train de suivre les nouvelles. En tout cas, il est une chose certaine, c'est que toutes ces nouvelles technologies là qu'ils nous proposent, c'est effectivement ni pour faire de l'exercice physique, ni pour faire de l'exercice de mémoire. Donc on a toutes ces machines, bon je comprends en cuisine pour l'huile de bras, pour faire monter la mayonnaise ou je sais pas quoi, c'était peut-être des bonnes idées, mais on a un petit peu exagéré dans ce sens-là. Et pour finir, c'est vrai que on finit par devenir un petit peu handicapé quant à réaliser certaines choses sans avoir besoin de machines, évidemment. Ah, Et donc, non, je t'en pardon. prie, Yota, je t'en prie, je t'ai coupé. Je suis désolé. Moi personnellement, et là je vais donner mon avis personnel, dans toutes ces évolutions technologiques et techniques, finalement, les trois quarts nous pourrissent plus la vie plutôt que de nous l'améliorer quelque part. Mais bon, je vous laisse aussi la parole. Moi, c'est mon constat. Parce que ce monsieur a dit quelque chose de très intéressant, c'est l'état de fait, où plus personne ne fait confiance à personne. Oui. Ah bah ça va être directement relié à notre sujet de ce soir. Mais avant de l'aborder, peut-être revenir effectivement rapidement sur l'intervention de ce monsieur. Alors que constate-t-il en fait ce que nous savons depuis longtemps, c'est-à-dire que l'homme est naturellement inclus dans la nature depuis des dizaines, voire des centaines de milliers d'années, peut-être 2 millions, je ne sais pas, et que subitement, presque du jour au lendemain, sur l'échelle du temps en tout cas,
eh bien, il dispose d'outils qui permettent d'accélérer fondamentalement, notamment les vitesses de calcul de son propre cerveau à lui, et qu'il se sent dépassé par rapport à ce que lui présente sa propre technologie. Alors, l'homme a inventé ça, effectivement, mais est-ce qu'il avait pour objectif de se changer lui-même? Je suis pas sûr. Alors, on parle beaucoup du transhumanisme, de la modification de l'être, on sera moitié machine, moitié homme. Est-ce que c'est ça l'évolution naturelle que nous prédisait par exemple un homme comme Darwin, hein, qui disait l'évolution permet à partir d'une amibe d'arriver à une extrême intelligence comme celle que nous avons en ce moment même au 19e siècle. Donc je rappelle que Darwin c'était le 19e siècle et déjà au 19e siècle on se prenait tous les uns les autres, nous les humains, pour des surhumains, des surhommes qui dépassions bien entendu les animaux dans bien des domaines, mais surtout en tant qu'homme blanc, un certain nombre de races. Alors ça nous a un petit peu passé, c'est-à-dire on s'est aperçu que c'était indépendant des races, évidemment, et que ce qu'on avait prévu à l'époque de Darwin, c'est pas du tout passé comme ça, quoi. C'est pas du tout comme ça que les choses évoluent. Donc voilà. Donc ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un dépassement de l'intérêt d'avoir toutes ces capacités-là. Rappelons-nous que Darwin justement disait que c'était l'organe qui créait la fonction. Voilà, ou la fonction qui créait l'organe. C'est-à-dire que quand on avait besoin d'avoir des grands bras pour aller chercher des fruits au sommet des arbres, eh bien, on inventait le singe, avec des bras plus longs que ceux de l'homme, par exemple. Donc ça, c'est la fonction qui crée l'organe. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est plus du tout comme ça que ça se passe. Donc on a multiplié l'intelligence par l'intelligence, l'électronique par les mathématiques, etc. Et on arrive à des conclusions où on se trouve dépassé. C'est-à-dire que nous sommes dépassés par nos propres outils et nous sommes petits devant les performances des outils que nous avons créés. Et ça crée du désordre psychologique. Ça peut créer des guerres, ça peut créer un certain nombre d'inconvénients. Donc, faut-il revenir au passé ou ralentir la croissance? C'est une question qui est souvent posée. La vérité est probablement au milieu. Là, je donne mon avis, c'est-à-dire qu'il faut effectivement envisager la croissance, mais dans une bonne logique, dans une bonne direction, en calculant les effets que ça a sur les êtres humains. Voilà, donc il faut pouvoir être capable, dans ce sens-là, pour arriver à cette direction-là, il faut être capable de se faire confiance les uns les autres, les êtres humains, et surtout que la confiance, elle soit collective, c'est-à-dire qu'on croit les uns envers les autres. C'est ce qui est le titre de ce soir. Je laisse Sylvain lever le rideau là-dessus. Ah bah ça va être facile, hein. La confiance collective qui va développer évidemment sur beaucoup d'autres choses, la conscience collective également. Et je vais vous laisser quand même votre petite part de travail. Ah bah, c'est sympa. Alors, je vais envoyer la première salve et puis tout le monde réagira. Un peuple doit-il se faire confiance quand il n'a plus confiance en ses dirigeants? Hein, il fallait bien donner une direction à cette réflexion, hein. Donc voilà, est-ce que quand on n'a plus confiance dans ses dirigeants, est-ce qu'on est condamné entre guillemets à se faire confiance entre nous? Et d'ailleurs, nous sommes-nous à un moment donné, nous peuple trahis nous-mêmes, hein? Voilà, je pense que la réponse est non. Par contre, les trahisons venant des dirigeants, elles sont nombreuses et on va pas ici les énumérer. Mais la question, c'est comment se faire conscience? Comment? Tout simplement en quittant la propagande, c'est-à-dire en se débarrassant de ce que nous entendons jour et nuit comme des vérités qui n'en sont pas, et qui finissent par devenir des mensonges. Et contrairement à ce qu'on explique, que les personnes, au bout de 100 répétitions d'un mensonge, pensent que ce mensonge est une vérité, je ne suis pas d'accord avec ça. C'était le vœu pieux de Monsieur Göring, Goebbels, je ne sais plus lequel des deux. C'était Goebbels, merci. C'était le vœu pieux, mais ça n'est pas arrivé. C'est-à-dire que les gens étaient parfaitement conscients de ce qui leur arrivait. Ils n'avaient que la tête basse parce qu'ils ne savaient pas comment réagir. Voilà, comme tout à l'heure, Monsieur Perron qui nous conseillait à nous de réagir, mais lui, il n'avait pas du tout de mode d'emploi, visiblement. Bon, on est un peu dans ce cas-là. Hein, la confiance, c'est ça. Donc, c'est quitter la propagande pour récupérer de la confiance entre nous, en s'appuyant sur le droit. Qui lui reconnaît toujours la justice. Donc il faut reconnaître la justice. Oui, est-ce que tu veux dire quelque chose, Yotar? Non? Non, ça va, Philippe, quand tu as fini ton commentaire. Ah bah écoute, je finis juste avec un troisième point. En trouvant toute manifestation collective pacifique fondée sur le droit qui puisse entraîner tout le monde. Voilà, et je passe la main à Jean-Pierre. Merci. Je vais essayer de mettre ma caméra pour vous parler. Alors, merci d'être présent.
Alors, quand je veux faire confiance, déjà, je me dis en quoi ai-je conscience de la conscience avec SC. En quoi ai-je conscience? Parce que pour faire confiance, j'ai besoin d'être conscient de ce que je suis et de ce qu'est mon autre, sans édulcorant et sans faux semblant. Moyennant quoi, je peux faire confiance à ce qu'il est vraiment et pas forcément à ce qu'il fait semblant d'être. De même pour moi-même. Je peux faire confiance dans la mesure où je suis conscient de la réalité. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Ça suppose donc effectivement de cesser d'écouter, je pourrais dire aveuglément, les médias courants et de se faire confiance et de ralentir pour être bien conscient de qui fait quoi, de qui dit la vérité et de qui ment. Merci d'avoir entendu. Alors moi, je vais vous amener le débat un petit peu ailleurs, dans le sens où, reprenons les choses au début, comment obtient-on la confiance? Comment donnons-nous confiance aux autres ou comment les autres nous font confiance? En général, c'est sur des actes pratiques, donc qu'on vit entre nous, et c'est en pratique en pratiquant la pratique journalière et quotidienne. Donc, à un moment donné, on peut dire, bon, j'ai confiance en cette personne ou cette personne a confiance en moi. Évidemment, Philippe, là, si on prend le gouvernement, encore une fois, moi, c'est pour ça que j'insiste sur une démocratie véritable, évidemment. Pourquoi? Parce que on ne peut pas ne pas avoir confiance en ses représentants. Mais bon, malgré tout, nos représentants, enfin vos représentants, puisque moi j'en ai pas, agissent contre vous et tout ça, et donc ça crée un quiproquo, et donc ça crée une qualité de personne, et ça c'est le résultat du système oligarchique. Et c'est pour ça que je veux la démocratie et que je préfère la démocratie et que, heureusement, les textes anciens m'ont permis de connaître les caractères des personnes et de pouvoir juger d'une qualité de personne qu'ils avaient à l'époque et que nous n'avons plus du tout aujourd'hui. Donc, je dirais que, étant donné que nous vivons en oligarchie, les coups bas, les démagogies, les propagandes, tout ça fait partie de ce système. Ces choses-là n'existaient pas à un niveau aussi élevé dans la démocratie. Bien sûr, dans la démocratie, ils étaient aussi entraînés, infiltrés, utilisés toujours par le côté opposé de l'oligarchie, évidemment. Mais ça donnait quand même une qualité de personne très différente. Ça veut dire que la confiance et la conscience étaient à un degré beaucoup plus élevé dans la démocratie ancienne que ce que nous avons aujourd'hui. C'est assez logique, hein, quand nous nous gouvernons nous-mêmes en bons pères de famille, quand nous nous y mettons à bien vouloir réaliser les choses, eh bien, une société obtient plus de confiance et donc plus de conscience. Voilà, Philippe, ce que je voulais dire et donner une autre mesure, évidemment, à ces deux mots-là. Ben merci, merci beaucoup. Oui, mais donc tu confirmes ce qu'avait déjà dit Jean-Pierre, à savoir qu'on ne peut pas avoir de confiance sans conscience. La prise de conscience et donc la conscience est un préalable pour qu'on puisse obtenir plein de choses et en particulier la confiance. Alors la confiance, on a vu que vis-à-vis de nos gouvernements, c'était un petit peu râpé. En tout cas, elle s'est largement usée. Mais on a vu quand même très récemment des cas où la confiance dans notre peuple et dans les actions qu'un peuple peut faire est revenue assez rapidement sous la forme sous la forme, je dirais, d'un patriotisme lié aux Jeux Olympiques. Alors, souvenons-nous, hein, c'était hier,
Les Jeux Olympiques, on a tous vibré devant les performances de certains athlètes français, on va pas les nommer, et on s'est tous dit, bah, on est content d'être français. Il y a quand même des gens qui bossent toute l'année pour arriver à ce niveau-là de performance. Et on s'aperçoit que ces gens-là, ils sont totalement indépendants, ou disons à 90% indépendants du peuple des politiciens, ce peuple un petit peu à part. Et qu'ils réussissent sans eux les performances. Alors quand l'un d'entre eux fait une super performance et qu'on lui passe au téléphone le président de la République et qu'il discute avec lui comme s'il était son copain de régiment, ça dure pas très longtemps, hein, mais ça veut dire qu'il y a de la part des politiciens, ils ont acté qu'ils n'étaient pas du tout partie prenante dans le succès de tel ou tel champion. Pas du tout. Par contre, ils sont tout à fait spectateurs et ils sont dans les gradins comme nous qui regardons la télé et eux qui sont dans les gradins. Donc ils n'ont aucune plus-value et donc la confiance que nous avons en eux s'efface au bénéfice de la confiance que nous avons dans nos citoyens qui font des performances en travaillant dur toute l'année, dont on n'entend parler qu'à l'occasion des Jeux Olympiques, mais qui nous redonnent le moral, qui nous redonnent confiance dans les capacités de ce pays à rebondir, tout simplement. Voilà ce que je voulais rajouter. Tu as raison, c'est-à-dire que on ne pourra continuer assez sainement que si on récupère cette confiance. Et justement, cette confiance par rapport à nos politiques, je ne pense pas qu'on va la récupérer après des périodes comme le Covid et tout ça. Bon, une partie a toujours confiance en eux, mais il y a quand même une majorité de personnes, et ça dans tous les pays, et puisque moi je suis entre les trois pays, je constate qu'il y a quand même une majorité qui a totalement perdu sa confiance, que ce soit en les médecins ou que ce soit en les politiciens. Donc là, on a perdu un gros morceau de confiance. Et cette confiance, on ne peut la récupérer qu'entre nous pour finir. Il n'y a que en se faisant confiance entre nous que l'on va pouvoir se sortir de cette mouise, pour n'utiliser que ce mot-là, pour ne pas utiliser des mots plus durs. Tu n'as pas Voilà. évoqué, Lyota, la confiance envers les médias. On voit que l'histoire se répète. Hein. En 1940, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand, et on voit qu'aujourd'hui, BFM, etc., etc., c'est exactement la même chose. Donc la confiance envers les médias, je pense que ce sera aussi quelque chose qui sera très très dur à récupérer. Tout à fait, Sylvain. Et là, c'est plus c'est plus des mensonges ou quoi que ce soit. Les médias, ils sont devenus spécialistes hein, dans le fait de gérer notre conscience et notre confiance et tout ça. Tout à fait. Oui. Ah, donc, pour des gens comme nous au sein du CNPH qui essayons d'analyser les situations et de comprendre vers où nous allons, hein, comme on dit, là, je pense que cette confiance qui est en train de s'amenuiser et va encore plus s'amenuiser auprès des Français entre eux et leurs gouvernants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gouvernants sont au premier niveau, c'est-à-dire ils habitent le pays qu'ils gouvernent, hein, c'est-à-dire la France. C'est de moins en moins vrai avec l'Europe, puisque c'est l'Europe qui va décider à notre place, donc confiance totalement limitée dans des gens qui ne sont pas élus. Et en troisième position, je dirais qu'au niveau sanitaire, nous avons l'Organisation mondiale de la santé qui menace, avec des gros guillemets, hein, mais qui menace quand même, de prendre toutes les décisions sanitaires à la place des pays souverains. Ce qui, par là même, d'ailleurs, ne seront plus souverains, puisque c'est l'OMS qui va décider d'une pandémie, qui va décider d'une vaccination généralisée, voire obligatoire, n'est-ce pas, et qui va décider d'un confinement. Donc ça, est-ce que ça va dans nos cœurs? Est-ce que ça va dans le bon sens? Ben, pas vraiment. Est-ce que ça donne envie d'avoir plus confiance qu'avant? Ben, pas vraiment, puisqu'on a déjà une expérience de Covid qui a été complètement mauvaise, puisque tout ce qui nous avait été annoncé n'a pas du tout eu lieu, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc la confiance, elle chute verticalement. Et est-ce que les gens qui nous dirigent sont fondés à s'en étonner? Non, parce qu'ils ne peuvent obtenir que ce type de résultat en ayant ce genre de décision. Donc où va-t-on? Eh bien, tant qu'on n'aura pas rétabli la confiance entre nous les citoyens,
eh bien, on fera pas grand-chose d'important. C'est un peu le sens de la phrase de monsieur Perron, j'imagine, quand il dit il y a intérêt à ce que le peuple se bouge. Mais oui, mais si vous avez, monsieur Perron, le mode d'emploi pour que le peuple se bouge, alors ça sera parfait. Par contre, on est tout à fait d'accord pour vous inviter ici sur une de nos émissions. Et là, j'en prends l'engagement, hein, et que vous soyez sur une de nos émissions pour nous expliquer comment il faut qu'on se bouge. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette question de la Covid à laquelle il n'a jamais été répondu sur l'existence du virus? Est-ce que vous pouvez nous guider? Voilà. Donc, Monsieur Perron, vous êtes invité chez nous. Voilà, donc la confiance, il va falloir qu'elle remonte par des référents. C'est quoi les référents? Bon, on a cité les sportifs tout à l'heure. Monsieur Perron, qui en est un autre au niveau médical, avec bien entendu des challengers, hein, des gens qui disent bah non, je suis pas d'accord avec ce que tel et tel professeur explique. Là, c'est la science, hein, et c'est le discours naturel de l'échange de scientifiques entre des professionnels de la science. Donc ça ne me choque pas du tout que deux scientifiques ne soient pas d'accord sur tel ou tel point. Mais on peut tout à fait ouvrir nos colonnes, comme on disait autrefois, à ces personnes qui veulent en débattre, tout simplement débattre. Donc ouvrir la notion de débat, d'un débat qui ne sera pas stérile, d'un débat qui alimentera justement la confiance plutôt que de la détériorer. Voilà ce qu'il faut que nous fassions aujourd'hui. Et donc nous avons pour ça besoin de repères. On a cité encore une fois les athlètes, mais il y a les sachants, les savants, que ce soit dans le domaine de la santé ou que ce soit dans le domaine de la science, que ce soit dans la possibilité, en tant que nous, êtres humains, un jour ou l'autre, d'être dans une énergie dite libre, qui nous rendrait tout aussi libres d'ailleurs, qui nous permettrait de nous déplacer selon des moyens que nous n'avons même pas encore imaginés, de restituer les brevets qui sont pour l'instant sous séquestre, et par lesquels justement on pourrait obtenir du carburant pas cher, voire pas cher du tout. On aimerait pouvoir éliminer un certain nombre de chape de plomb que nous avons, notamment par exemple sur l'existence du pétrole, qui est réputé encore aujourd'hui comme étant une énergie dite finie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en aura plus. Donc, comment on va faire? Pour l'instant, on pleure et on voit les prix augmenter. Voilà. Et on aimerait que ce discours, ce narratif, évolue dans le bon sens. Et on a des éléments qu'on récupère bien évidemment aux bonnes sources aussi. Hein, on a des éléments pour penser que tout ça, c'est possible et qu'il suffit d'avoir confiance entre nous, le peuple, et que la moitié de ce peuple ne se dresse pas contre l'autre moitié de ce peuple, ce qui serait la pire des choses. Puisque c'est exactement ce que souhaite l'oligarchie, et là je parle sous le contrôle de Iota, hein, qui nous a beaucoup parlé de ça, avec la Grèce antique, mais nous vivons exactement les mêmes situations aujourd'hui. Donc dresser la moitié d'un peuple contre l'autre moitié, c'est le succès absolu de l'oligarchie, ça. Donc, si nous, au sein du CNTFCH et toutes les personnes de bonne volonté qui sont autour, et elles sont nombreuses, on prend conscience de ça, eh bien, on va se créer un réseau de confiance par lequel nous serons armés pour résister d'une part, et ensuite pour faire des propositions. Car quand tout a échoué au niveau politique, il ne reste plus que se retourner vers le peuple, vers les urnes, vers le choix du peuple, à disposer d'eux-mêmes. Voilà ce que je peux dire. Alors, je voudrais présenter le livre pour obtenir plus de confiance. Garantie avec plus de confiance. Elle est très, elle est très, très forte. Plus de conscience. Et eh bien, pour terminer sur une note joyeuse, figurez-vous que j'ai trouvé l'équation qui a fait la poule ou l'œuf. L'œuf? Ah, ouais. L'œuf ou la poule. Alors, je vous garantis, c'est l'œuf qui a fait la poule. Donc, confiance, conscience, l'œuf, la poule et tout ça, c'est des bonnes équations pythagoriciennes qu'il faut continuer à chercher et à se cultiver, en fait, hein, continuer la connaissance. Absolument. Absolument. Jean-Pierre, peut-être un petit mot avant la fin? Oui, si vous voulez. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, très bien. Très bien. Alors, si je peux me permettre, je rappelle, parce que de plus en plus de gens en sont conscients, que gouverner, c'est prévoir et mettre toute son énergie disponible au service du bonheur de chacun et de chacune et de tous. Donc, je ne reconnais de gouvernement que des gens qui sont capables et désireux de cette prouesse, quels qu'ils soient, même s'ils sont ignorants, illettrés ou peu importe, du moment qu'ils ont le désir de mettre leur énergie et leur force au service du bien-être de tous. Et je ne reconnais de représentant que mon heureux présent.
Ah, ça c'est un sacré palindrome, je sais pas comment on appelle ça, hein. Contropé, voilà. Bon, eh bien, je vais conclure cette émission ainsi. J'ai confiance en lui, et comme lui, c'est nous, eh bien, j'ai confiance en nous. En même temps, c'est un petit peu la définition de la conscience collective. Absolument. Allez, merci les amis, merci Philippe, merci Yota, merci Jean-Pierre, merci à vous également. Prochain rendez-vous avec le Conseil national de transition français, canal historique, vendredi, juste avant le week-end. Excellente soirée.